Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans ce dimanche. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit hier, on va faire une petite vidéo recap par rapport à est-ce qu'on est en récession ou pas, puisque évidemment le marché des cryptos en dépend fortement. L'objectif de la vidéo, ça ne va pas être d'être sûr absolument à la fin de la vidéo de savoir si on est en récession ou pas, ça va être de se remémorer un petit peu les caractéristiques d'une récession, pourquoi est-ce qu'on en a autant peur, et de pouvoir comprendre ce qu'on observe. Parce que actuellement, tous les plus gros gestionnaires de fonds, tous les plus gros financiers du monde essayent d'être sûrs, essayent de savoir si une récession va arriver ou pas, en fait. Et c'est pas nous, dans notre bureau, qui allons savoir avant eux. Donc l'objectif, voilà, c'est de pas à la fin de la vidéo de dire oui, je vous assure qu'on est en récession ou pas, du coup faites ci ou faites ça, chacun fait ses propres décisions d'investissement. Ça va juste être capable de comprendre un petit peu ce qu'on va observer durant les prochains mois, parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive durant les prochains mois. Et à la fin de l'année, il y a de fortes chances qu'on sache si on rentre en récession, si on y est, ou si on n'y va pas du tout. Pardon. Donc au sommaire de la vidéo, on va commencer avec quelques rappels, les définitions qui sont rapides. Alors petit aparté, la vidéo elle va pas durer 30 minutes, donc je vais essayer de la faire entre 10 et 20 minutes. Forcément, ça c'est des trucs d'économie, tu peux passer des années dessus, donc on va essayer de faire au mieux en 10-15 minutes. Si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à continuer vos recherches, et ça va être à peu près en surface dans cette vidéo, ce qui me semble assez logique. Donc rappeler la définition et voir aussi les liens avec la crypto et la finance traditionnelle. Donc qu'est-ce qui se passe de manière générale lorsqu'on rentre en récession sur les marchés financiers. Deuxième gros point, ça va être où est-ce qu'on en est avec les datas du marché américain qu'on a actuellement, quelle gueule a l'économie en gros, où est-ce qu'on en est sur ce chemin de la récession ou pas. Et on va essayer d'étudier deux cas qui sont possibles, la récession profonde versus les récessions légères, de quel cas on a le plus peur, qui me semble assez quand même logique dit comme ça. Et ensuite, on va aller voir du coup la récession légère versus un soft landing, terme que vous avez très probablement entendu parler sur Twitter ou dans des articles financiers ou économiques. Ensuite, je vais vous donner à peu près mon avis. En réalité, ça va être au fil de toute la vidéo, vous allez à peu près comprendre mon avis, je vais vous le dire. Ça va pas être uniquement à la fin de la vidéo. Ouais, on commence, et ensuite aussi j'ai oublié, pardon, on ira étudier quelques graphiques, notamment le S&P 500, peut-être le Nasdaq, Nvidia et le Bitcoin, où on va essayer de regarder quels points clés peuvent être intéressants dans chaque scénario. Donc, alors, je pense que vous entendez le bruit, je suis désolé, c'est l'ascenseur et on peut rien y faire. Donc, mais c'est pas très dérangeant, je pense. Pour quelques rappels, une récession, la définition concrète, c'est qu'on ait 2 trimestres consécutifs où le PIB diminue. Donc ça, c'est la définition. Maintenant, en réalité, en pratique, on sait qu'on est en récession bien avant. Et si on attend 2 trimestres où le PIB diminue pour prendre une décision, puisqu'on est officiellement en récession, tu peux être sûr que tu agis après tout le monde. C'est pas l'idée. Parce que c'est long de trimestres et on a quand même des signes avant-gardistes avant que la définition exacte soit appliquée. Donc la réalité pratique, c'est que on sait qu'on est en récession avant de pouvoir dire concrètement on est en récession suivant cette définition-là. Mais ça reste la définition principale. Donc en gros, c'est une période de contraction monétaire et économique où il n'y a plus de croissance, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup moins de revenus, et il y a beaucoup moins d'investissements, que ce soit étrangers, que ce soit dans le pays, etc. Tout simplement, l'argent coûte cher. Les derniers gros exemples, on a eu la récession de 2008, avec la grosse crise des subprimes, avec la chute de Lehman Brothers, etc. On a aussi eu une récession qui était beaucoup plus courte, mais qui était quand même violente en 2020, avec le Covid. Et voilà. Donc les raisons de ce genre de récession, ça peut être des crises majeures, comme les deux que je viens de vous donner. Le Covid, c'était une crise, on va dire, naturelle, c'était majeur. On a eu la bulle Internet, et on a eu Lehman Brothers, la crise des subprimes. Ça, c'est des récessions qui sont profondes, on va dire, qui sont systémiques. La crise des subprimes, tu as eu des centaines de milliers de personnes qui étaient dans la rue, qui ont perdu leur maison, parce qu'on a fait des conneries. On a donné des prêts de subprime, du coup de mauvaise qualité, on les a refourgués à d'autres banques, on a fait tout un réseau avec, on les a revendus à des prix qui étaient incroyables, avec des taux variables. Donc forcément, quand tu commençais à jouer avec les taux, les prêts se sont envolés, les défauts de prêts, les défauts de dette, je sais pas comment t'appelles ça, se sont envolés et cascade, énorme crise systémique, donc énorme récession qui a été profonde, qui a été lente. Ensuite, il y a eu le Covid aussi, où là, on a enfermé tout le monde dans sa maison, donc forcément, c'est assez compliqué. Ou alors, une des autres raisons, probablement celle qui nous attend, ça peut être, entre guillemets, uniquement des politiques monétaires qui sont serrées. C'est-à-dire que là, si demain on rentre dans une récession, en tout cas moi,
La récession la plus proche que je vois, c'est une récession qui va être dite légère, où t'as pas de choses systémiques derrière comme le Covid ou la crise de subprime. En gros, c'est juste on a resserré les politiques monétaires, donc le pays n'est plus en croissance, donc on rentre en récession, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui va rester dans les livres d'histoire pendant des dizaines et des dizaines d'années. Voilà la différence entre profonde et légère, et forcément, pour l'instant, tout nous laisse à penser qu'on ne va pas vers une crise, une récession profonde. Voilà. Donc évidemment, tout ça, c'est des périodes où les marchés financiers chutent, puisque c'est des périodes d'incertitude, c'est pas des périodes qui sont propices à l'investissement et à la croissance. Donc les marchés financiers, en fonction des marchés, ça peut aller, et en fonction des récessions, ça peut aller plus ou moins violemment, on va dire entre de moins 15 à moins 50%. J'ai plus la data exacte, mais il me semble que le Covid, c'était quand même bien violent, 2008 aussi. Après, tu as des récessions un peu plus légères où ça peut être à moins 10, moins 20%, ce qui reste pour la finance traditionnelle quand même énorme. Voilà. Il y a aussi une notion qui est importante. Donc là, je viens de vous parler de la notion de performance. Il y a la notion, j'en parle aussi souvent dans la crypto, de temps. Là, ça nous ferait beaucoup plus mal d'avoir une récession profonde qui dure sur 10 ans. On peut aller regarder les graphiques après, mais tout le monde les connaît en majorité. C'est-à-dire qu'après la crise de la bulle d'Internet, on a mis, je crois, 10 ans ou 13 ans avant de retourner à des prix sur la S&P 500 qui étaient équivalents. Donc ça, si pendant les 10 prochaines années, pour nous, par exemple, le BTC ne revient pas aux 70 000 $, ça va faire mal. Et à l'inverse, tu as des récessions très violentes comme le Covid, mais qui ne durent pas si longtemps que ça. C'est violent parce que c'est étranger, c'est tout nouveau et c'est immédiat, c'est quelque chose qui n'était pas du tout attendu. Le Covid, c'est arrivé du jour au lendemain, donc ça a été extrêmement violent, mais 3-4 mois plus tard, ça s'est beaucoup mieux, ouais, je sais pas, 6 mois plus tard, ça s'est beaucoup mieux comporté, et ça en réalité, je pense que psychologiquement, ça fait moins mal. Donc moi, si je devais aujourd'hui mettre une pièce sur le genre de crise qui nous attend, dans le cas où on va vers une crise, j'irais plus vers ce genre de crise-là. Une crise qui n'est pas systémique et qui ne dure pas 10 ou 15 ans. Voilà. Et ensuite, le ratio risk-reward de vendre maintenant, je pense que ça, je vais en parler plus à la fin lorsque je vous aurai fait donner quelques autres informations. Donc évidemment, tout ça pour dire que c'est un enjeu majeur et c'est pour ça que tout le monde a les yeux rivés sur les annonces économiques, sur ce que fait Jérôme Powell, sur les US, parce que c'est les gendarmes du monde et c'est l'économie du monde. Alors pour certains, tout ce que je dis maintenant, c'est d'une évidence, une simplicité enfantine, pour d'autres ça l'est moins, donc voilà, chaque vidéo ne peut pas plaire à tout le monde, et je pense que même si on sait ou si on a déjà vu ce genre d'informations passer, ça fait pas de mal de se le remémorer, tout simplement. Donc maintenant on va passer à l'état actuel. Où en sommes-nous? Tout d'abord, les datas à venir, tous les mois vous les voyez passer, les datas que tout le monde attend et regarde. Les prochaines sont les plus importantes. C'est l'indice des prix à la consommation qu'on a la semaine prochaine, mercredi, et qu'on veut faible. Donc ça, c'est le panier classique d'un consommateur aux États-Unis, à quel point il a augmenté par rapport à l'année dernière. Donc en gros, c'est l'inflation. Le consensus de mémoire, il a 2,6. C'est-à-dire qu'il va payer son panier, le même panier de biens, 2,6% de plus que l'année dernière. Et ça, ce serait une excellente nouvelle, parce que ce serait aux alentours de l'inflation cible, entre 2 et 3%. La vraie cible, c'est 2%, mais ce serait quand même d'excellentes nouvelles. Et ça me rappelle que c'est la mission principale, c'est l'objectif principal vers lequel on tend depuis maintenant 2022 et depuis la hausse des taux aux États-Unis. Okay, maintenant, la deuxième data super importante, ça va être, et parce qu'on attend depuis longtemps, effectivement, la baisse des taux de la Fed le 18 septembre. La question par rapport à ça, c'est est-ce qu'elle va les baisser de 25 points de base ou de 50 points de base, donc 0,25% ou 0,5%. Et ça, je vais vous donner quelques détails par la suite lorsque je vous aurai donné une autre explication. Donc, pour faire un petit bilan de tout ça, l'inflation, on est à une inflation qui est quand même vraiment bonne. Sauf surprise générale, où on a une inflation, c'est chiant putain, qui repart à la hausse, excusez-moi, ça ne devrait quand même pas arriver. Et l'objectif principal a été rempli. On a réussi à éviter une période de surinflation. Deuxième data importante, c'est les taux d'intérêt. Donc comme je vous l'ai dit, là on s'apprête à les rebaisser et on s'apprête à rendre l'argent moins cher, donc plus propice à l'investissement. Donc ça c'est le 18. Troisièmement, on a le PIB. Donc le PIB, caractère principal pour savoir si on est une période de récession ou pas, en réalité il se comporte plutôt bien. En 2024, ça va, il continue de croître. Maintenant, la stat qui nous a fait du mal, c'est le chômage. Et c'est pour ça qu'on a connu pas mal de baisses assez importantes, puisque le chômage, ça va être un petit peu avant-gardiste d'une période de récession. Et là, on a, entre guillemets, enfin, mais même si c'est pas bienvenu, une économie américaine qui ralentit plutôt fortement, avec plus de gens au chômage. Donc ça, on ne veut pas qu'il y en ait de trop, puisque ça pourrait engendrer
des cascades et une sorte de boule de neige qui nous emmènerait dans une très grosse récession. Voilà. Donc là, c'est peut-être pas très haut d'avoir un gros bateau sur la gueule comme ça, donc je vais essayer de le faire assez rapidement. C'est une image que moi je trouve une sorte d'analogie, on va dire. Imaginons que ça, ce soit l'économie américaine, le gros bateau avec tous les financiers dessus, enfin bref, toute l'économie américaine, et qu'à la tête de ce bateau-là, ce soit Jérôme Powell et la Fed. Donc lui, sa mission, ça a été d'éviter l'inflation. On va dire ce premier iceberg-là, la surinflation. Donc là, il a les trois dans cet iceberg-là, et il a changé le gap, changé le gouvernail pour éviter une surinflation. Donc ça, c'est fait. Mais là, on voit bien que le bateau, quoi qu'il fasse, il n'ira plus sur cet iceberg-là, et c'est fait. Sauf qu'en changeant de gap, maintenant, il s'est dirigé vers ce deuxième gros iceberg, qui est une trop grosse récession. Et donc la question, c'est de savoir si on est arrivé au point de non-retour ou pas. Donc nous, ce qu'on vise, ça va être entre les deux icebergs, ce qui représente dans cette image à peu près grotesque, le soft landing. Donc on voit que c'est vraiment pas facile, c'est ça qu'il faut se dire. Dans la majorité des cas, à partir du point pivot de la Fed, les marchés ne réagissent vraiment pas bien pendant au moins une petite période de temps. Donc, pour cette image-là, le premier iceberg, comme je viens de vous le dire, on l'a esquivé, c'est l'inflation. Maintenant, on se dirige vers le deuxième gros, au moins aussi gros, ce qui est une potentielle récession. Et la question maintenant qui reste à se poser, la question sur laquelle le consensus n'arrive pas pour l'instant à se mettre d'accord, c'est à quel point on va descendre les taux. À quel point Jérôme Powell, sur le bateau, il va bouger ou pas le gouvernail. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est soit 0,25%, soit 0,5%. À l'image du bateau, t'as pas envie d'être sur un bateau où le capitaine, il fait un 180 avec le gouvernail, tu vois, parce que ça prend du temps, tu sais pas où est-ce que le bateau il va tenir, etc. Et là, si on n'est pas encore passé à ce point de non-retour où on se prend forcément l'iceberg dans la gueule, en gros, les investisseurs, si on a une chute de 0,5% des taux, ça peut vouloir dire que la Fed n'a aucune idée de vers où va l'économie et qu'elle essaye un peu de calmer le feu et de calmer une situation de crise en réalité. Et ça peut se dire, ok, l'argent va devenir moins cher, ok, ça va être propice pour les marchés financiers, mais sur court terme, 6 mois, 1 an, s'il fait ça, ça veut dire qu'il est vraiment pas très confiant sur son économie et sur la direction de son bateau. Donc moi, en tant qu'étranger, je vais pas l'investir aux États-Unis, je vais pas aller mettre des sous sur la S&P 500, etc. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je pense qu'il est idéal, je vais passer sur une autre page qui va être beaucoup plus agréable, qu'il est plus idéal qu'on ait une baisse des taux qui va être contrôlée, qui va être pas énormissime, plus 0,25%. Après, ce que je vous dis là, en réalité, les gars, c'est la théorie. En pratique, ça se trouve, on va baisser de 0,5%, ça va être tout le contraire, tout le monde va dire, ok, c'est la fête du village, l'argent va redevenir moins cher, faites péter les marchés financiers, etc. En théorie, je ne pense pas que ce soit le plus propice, tout simplement. Voilà les gars pour cette image-là, pour cette présentation à peu près rapide, ça fait une dizaine de minutes. Je pense avoir été assez clair, mais pas trop en profondeur, pour que ce soit barbant pour vous. Ici, c'est JP Morgan qui nous fait une prédiction par rapport à la probabilité qu'on soit en récession ou pas. Alors, bien qu'on critique toutes les prédictions, toutes les prévisions que les grandes banques font par rapport au secteur des crypto-monnaies, puisque majoritairement, ils changent d'avis comme de chemise, puisqu'ils en font tous les mois, et en réalité, ils ne font que suivre le marché. Je pense que par rapport à ce qui est la TradFi, la macroéconomie, ils ont quand même un peu plus de poids, puisqu'ils ont beaucoup plus d'expérience, alors que les cryptos, ils se connaissent simplement beaucoup moins. Pour eux, ils ont jugé la probabilité qu'on aille dans une récession à 35% à la fin de l'année 2024 et à 45% si ma mémoire est bonne en 2025. Donc en gros, un petit peu moins d'une chance sur deux, mais c'est quand même, ça existe, tu vois, c'est pas rien. Donc c'est pour ça que tout le monde, comme je vous l'ai dit, les yeux rivés dessus, parce que on parle pas d'une proba de 5 ou 6%. Donc c'est quelque chose de gros et c'est quelque chose qui va clairement jouer sur notre portefeuille, sur notre bull run là. Et si vous voulez lire l'article, je vous invite à le trouver, ou alors je le mettrai en description peut-être si j'y pense, tout simplement. Ensuite, on a les grosses annonces économiques qui vont venir, dont je vous ai parlé dans la petite présentation, qui va être... Alors, évidemment, ça ne fonctionne pas. Je vais vous le faire en live, tant pis. Ok. Hop, hop, hop. On va, sur cette semaine, on va aller dans filtre, tout effacer, on prend que les US, comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous voyez comment on fait, on met 3 étoiles, appliquer, et on va avoir cette semaine l'indice des prix à la consommation, l'inflation, et la semaine d'après, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le 18 septembre, tout simplement, ce qui va être très important, ça va être forcément extrêmement volatile. Une des décisions que vous pouvez vous faire, je pense que
Dans aucun des cas, c'est bon de se dire je suis absolument convaincu qu'on va dans une direction ou pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impossible de savoir, honnêtement, et personne sur cette planète peut savoir. Si moi je le savais, j'aurais soit coupé mon long en x2, j'aurais fait un long en x50, ou alors à l'inverse, j'aurais coupé toutes mes positions spot et mes positions futures, et j'aurais été à 100% en USDT. Non, je ne pense pas que ce soit la décision la plus mature à faire. Ce qu'il faut faire, c'est d'équilibrer son portefeuille pour se dire, bon, dans un cas en récession, ça se passe mal, mon portefeuille il souffre, mais il souffre pas tant que ça parce que je l'ai un petit peu adapté pour ça. Et dans l'autre cas, tout se passe bien, on fait un soft landing, franchement prouesse, bravo. Et là, on part tout de suite en bull run et on a voilà, une bonne croissance économique sur les marchés, etc. Et ben là, j'ai construit mon portefeuille en amont pour bien profiter de cette hausse-là. Le but, c'est de jouer un petit peu sur le tableau à la manière de Powell qui fait son jeu d'équilibriste. En réalité, toi, tu fais pareil sur ton portefeuille. Enfin, nous, on fait pareil sur notre portefeuille. Et pour se dire, peu importe ce qui se passe, il faut que overall ce soit à peu près correct pour moi. Je ne peux pas faire all-in sur une décision et all-in sur l'autre, parce que dans le cas où tu as tort, et bah évidemment, tu vas le payer très cher. Donc voilà pour le 18, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Évidemment, ça va être très volatile. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, vous pouvez vous hedger aussi. Par exemple, si vous voulez ne pas être impacté par les variations qui vont arriver sur les 2 prochains mois, vous vous dites, bon, les 2 prochains mois, je ne sais pas ce qui peut se passer, je comprends rien, et j'ai pas envie d'être impacté. Après, c'est plus si vous avez un gros portefeuille, je pense. Mais vous pouvez tout simplement hedge. En spot, vous avez du BTC, et en même temps, vous le shortez, par exemple. Donc, vous n'allez pas profiter de la hausse dans le cas où on fait un soft landing. Mais dans le cas où on fait un soft landing, ok, je vais rater peut-être 2 mois de hausse. Mais de décembre 2024 à probablement septembre-octobre 2025, on va probablement connaître notre bull run là. Et je vais pouvoir gagner mes pièces là-dessus. Et en même temps, je vais être protégé des variations potentiellement à la baisse pendant les 2 prochains mois d'incertitude. Et voilà, tout simplement, en fait, c'est ça, tu te hedge, quoi. Et comme ça, si ça baisse, tu perds en spot, mais sur du réalisé, et tu gagnes sur ton short. Donc à la fin, tu fais en sorte que ça s'équilibre, mais c'est quand même assez compliqué. Je pense que si t'es pas familier avec ça, c'est pas recommandé de le faire, mais bon, juste une idée que vous pouvez avoir en tête. Après, évidemment, personne ici n'est conseillé en investissement. Alors les graphiques rapidement que je voulais vous faire passer, je vous l'ai dit, c'est le S&P 500. Donc là évidemment c'est clôturé, mais on voit qu'on était vraiment sur des plus hauts de dingue. On est sur des séances qui sont assez catastrophiques. Les 4 dernières séances ont été assez violentes pour le S&P, majoritairement à cause des mauvaises nouvelles par rapport à la gueule de l'emploi américain. La prochaine annonce, ça va être mercredi prochain, où moi je pense qu'on va avoir aussi une grosse volatilité. On a aussi le Nasdaq qui prend encore plus cher puisqu'il est plus volatile que le S&P 500. Et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur qui licencie le plus, c'est le secteur de la tech. Donc le Nasdaq est forcément impacté par tous ces événements-là. Et au niveau du RSI, après en weekly ça n'a pas grand intérêt, mais au niveau weekly, on avait besoin de prendre ces respirations. Là on arrive sur le niveau des 50 du RSI, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Nvidia. Nvidia, en fait, les divergences baissières de partout, c'est incroyable comme indicateur de simplicité et de performance, parce que même si c'est le plus simple, même si tout le monde l'a sous les yeux, en réalité, c'est celui qui, selon moi, c'est un des indicateurs qui est le plus viable, tout simplement, sur moyen time frame, on va dire en weekly, daily, plus en weekly quand même. Nvidia qui commence vraiment à s'essouffler. Pour revenir à son ATH, il faut faire un plus 40%. C'est assez gros pour la deuxième ou troisième plus grosse capitalisation boursière au monde. Et forcément, beaucoup de gens se posent la question, c'est que est-ce qu'on est dans le même cas qu'une bulle Internet avec l'IA? Moi, j'étais pas là pendant la bulle Internet, donc ça, ce serait intéressant d'étudier ça. Mais si c'est le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce serait plutôt dramatique et ce serait catastrophique. Tu vois, si on a pendant 5 ou 10 ans où tout explose à la baisse, ce serait vraiment dur pour les investisseurs comme nous de devoir agir dans ce genre de marché. Après, est-ce qu'on a aussi explosé à la hausse que la bulle d'Internet? Est-ce qu'on partirait d'aussi haut? Moi, je ne pense pas, mais c'est clairement des questions à se poser. Et ensuite, pour l'or, évidemment, comme je vous l'ai passé dans la vidéo hier, l'or qui a très bien performé dans cette période d'incertitude, qui nous fait une grosse divergence baissière en weekly, c'est à peu près la gueule qu'avait Nvidia avant sa chute, avec des divergences baissières un peu de partout. Donc à voir comment il va évoluer, pardon. Et ensuite, si on rezoome un petit peu et on revient un petit peu à nos oignons par rapport à BTC, qu'est-ce que je pense? Je pense que dans le cas où on a une récession, du coup vous l'aurez compris, moi je pense pas qu'on ait une récession profonde, une récession légère, avec beaucoup de fluctuations, de volatilité, etc. Je pense que dans le pire des cas, on va revenir combler cette zone de fair value gap, mais je ne pense pas vraiment qu'on aille en dessous. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on aille comme le Covid, qu'on revienne aux alentours des 30 000, 25 000, 30 000, 33 000 $,
ça me semble quand même plutôt loin. Après, en revanche, avoir une grosse mèche comme on a eu avec la crise du Japon, cette mèche juste ici, qu'on vienne, hop là, et pendant le 18, le 20, le 25 septembre, je sais pas, un mauvais événement et qu'on vienne mêcher, je pense que la zone, ce serait la moitié de cette zone ici, au niveau des 45 000 $, pour ensuite, pourquoi pas, c'est une récession légère, repartir dans les semaines qui arrivent, pas rester plus de 2-3 semaines, repartir à la hausse et reprendre une tendance haussière long terme. Voilà ce que je pense. C'est pas mon scénario favori comme je vous l'ai partagé hier, mais en tout cas je suis préparé à ça et je sais que si ça arrive, bah forcément on va souffrir parce que si BTC fait ça, les alts vont probablement souffrir, même si la tendance depuis quelques semaines, j'ai quand même l'impression que les alts souffrent moins par rapport à BTC. Avant BTC, les alts c'était vraiment un levier x10 par rapport à BTC durant les 6 derniers mois, on va dire. Je pense que ça l'est encore, évidemment, mais de moins en moins. Donc voilà, je suis préparé, mais quand même, je suis axé bullish parce que, on va dire, à raison de plus de 2-3 mois, je suis bullish, donc mon portefeuille, il est tout simplement bullish, et je suis positionné sur des altcoins, etc. Donc voici pour moi, voici pour cette vidéo par rapport à la récession, un petit point macroéconomique. Je remets juste un point, évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'était évidemment les bases. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui savaient déjà tout ça sur le bout des doigts, bah écoutez, tant mieux pour vous. Il y en a qui savent mieux, il y en a qui savent moins. Et j'ai posé la question hier, en fait, de dire, est-ce que ça vous intéresse une vidéo un peu plus, voilà, un peu plus basique, un peu plus sur la fondamentale, sur la macroéconomie, par rapport à des valeurs, à des notions, on va dire, de base en réalité, c'est pas de questions stupides, et j'ai eu quelques réponses favorables, d'où la vidéo. À partir de demain, je vais reprendre le rythme de 2 vidéos par jour, donc si vous avez des questions, des vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, franchement j'aurai le temps, et donnez-moi du contenu à faire, parce que je le ferai. Une des idées que j'avais possiblement, ce serait de faire une vidéo où j'explique la manière de penser que j'ai dans l'investissement qui vient du poker, parce que beaucoup d'investisseurs aiment le poker et viennent du poker. Moi, c'est le cas. Depuis assez petit, j'aime bien jouer au poker, j'aime bien ce jeu, j'aime bien regarder des pros jouer et penser. Et du coup, j'ai à peu près assimilé leur manière de penser. Je suis pas du tout excellent au poker, mais je sais à peu près comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est archi similaire à la manière d'investir. C'est-à-dire que quand tu prends une décision d'investissement, c'est à peu près comme une décision au poker. Tu vois, il faut que tu juges les probabilités, il faut que tu juges ton espérance de gain, etc. Et il faut que tu protèges tes jetons et ton capital. Donc je trouve ça intéressant comme manière de réfléchir. Je dis pas que c'est la meilleure et que c'est la seule, mais je pense que ce serait assez intéressant et ce serait largement assez consistant pour faire toute une vidéo. Donc bref, il y aura une série de vidéos durant minimum toute la semaine prochaine, de 2 vidéos par jour. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit like. Et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.